Bon, bonjour tout le monde. On va commencer cette masterclass sur le business model régénératif, c'est-à-dire que c'est un Canva et c'est 5 ateliers que je vais vous présenter pour effectivement accompagner une entreprise qui vise la régénération. Et vous allez voir que sa particularité, c'est de repartir du business model Canva traditionnel que j'ai transformé et on va intervenir, nous, sur la conception de produits. De la même façon que le Canva traditionnel, c'est la proposition de valeur que l'on fait aux fournisseurs, aux consommateurs. Là, on va avoir la même chose, c'est-à-dire que de la même façon, il y a un produit qui se vend, mais on va faire en sorte que ce produit que l'on va concevoir, co-concevoir, plus on le vend, plus les territoires et les habitants humains, non humains de ces territoires prospèrent. Voilà, et je vais vous montrer aussi des exemples. Je vous propose de faire un premier tour de table en sachant que voilà, tout le monde va se présenter. Everybody will be able to present themselves. Et on va commencer avec Laurence, avec qui justement j'étais en train de converser pendant tout mon arrivée. Bonjour, alors je vais peut-être faire plus court parce que tu m'as déjà permis un micro assez long pour me présenter. C'est marqué, moi je suis au Québec, j'habite à Montréal, très intéressée par l'économie régénérative que j'ai le projet d'implanter ça dans l'accompagnement que je fais actuellement auprès des PME au Québec, notamment les PME familiales au moment charnière du processus de transmission d'entreprise d'une génération à l'autre. Je veux impulser, les allumer sur l'importance de faire un transfert aussi bon pour la planète, donc d'éventuellement switcher leur modèle d'affaires et leur modèle, passer d'un modèle extractif à un modèle régénératif. Voilà. Magnifique. Tu passes la main? Oui, je passe la main à, moi c'est Herbert qui est le deuxième sur mon écran. Herbert ou Bernd, je ne sais pas quel est le prénom des deux. C'est 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 Bernd. Bernd. Merci Laurence. Je suis allemand, j'habite en Portugal. J'adore des business models Canvas et j'ai fait part du Flourishing Canvas. Et en principe, euh, je regarde le design systémique comme ma philosophie. Euh, alors, beaucoup de choses que Laurence nous a racontées, euh, they make plenty of sense to me. Euh, et je fais la recherche de ce design systémique au maximum parce que je pense que c'est que le monde a besoin et c'est une manière attractive de visualiser les contextes, les perspectives et, faire participer au maximum des participants d'une organisation et plus loin d'un écosystème. C'est moi, c'est la mission, en disant. Euh, et je vois Jennifer. Juste avant Jennifer, j'ai oublié de vous demander de préciser ce que pour vous est la régénération. Comment vous le définissez? Peut-être Laurence? Pour moi, c'est aller plus loin que le terme sustainability. Oui, et donc? Et donc, travailler pour le futur de notre cette génération dans le futur. Et pourquoi ça s'appelle régénération et pas flourishing? Oh, euh, parce que la régénération est la base euh, pour tout l'écosystème, être capable de vivre d'une manière flourishing. Très bien. Laurence, peut-être une petite approche sur ce que c'est que la régénération? En positif, Euh, pas en négatif? en positif pour en négatif. Ah oui, bah oui, tout à fait. La régénération, en tout cas l'économie régénérative, pour moi, c'est une économie au service de la vie, de toutes les vies sur Terre. Voilà, souvent c'est la définition short and sweet que je donne. Donc la vie, c'est les humains, les plantes, toute la nature, quelle qu'elle soit, tout ce qui vit sur Terre.
Donc ça veut dire, une autre façon de le dire, des fois je dis c'est le développement durable 2.0. Je dis là où le développement durable vise à limiter les impacts négatifs des activités humaines sur Terre, la régénération vise à avoir un impact, fait ça plus, va au-delà et vise d'avoir un impact positif sur tous les écosystèmes. Très bien, merci. Jennifer? Bonjour à tous. Je suis Jennifer et je suis actuellement en première année de licence en tourisme et de gestion hôtellerie à l'école de tourisme Ecelia. So right now I'm doing the internship for Nous sommes vivants and I'm learning and exploring French also and learning the language French. It's very nice. Okay. Who do you want to pass the microphone to present herself or himself? I want to pass the microphone to Luan. Hi everyone. So my name is Luan, and I'm in the same class of Jennifer. En français, I'm Luan. en français, pardon. Toi, tu J'ai parles l'habitude français. de faire en anglais du coup. Donc je suis dans la même classe que Jennifer à l'école Excelia. Donc on est en parcours tourisme et hôtellerie, et notre parcours est en anglais. Donc je fais mon premier stage dans l'association Nous sommes vivants pour en apprendre plus sur tout ce qui est lié à l'environnement et notamment la notion de régénération. Merci. Bah, justement, c'est quoi la régénération? Est-ce que vous pourriez mettre vos caméras, s'il vous plaît, au moins pour le tour de table? Oui, bien sûr. Tout le monde. Merci. C'est plus sympa quand même. Alors, c'est quoi la régénération, Luan? Alors la régénération, c'est un, comment dire, c'est un modèle qui enveloppe et l'aspect économique et l'aspect sociétal et l'aspect environnemental pour avoir un impact positif sur tous ces aspects. Elles fonctionnent ensemble. Bravo. Tu passes la main à qui? Je passe la main à Han. Hello, Luan, est-ce que tu peux couper ton son parce que tu as un petit bruit? Ouais. hello everyone. My name is Hunt, and I'm the first year in tourism and hospitality management, and I'm currently to 2 month internship with Nous sommes vivants, and we are in the team of doing about the regeneration. And you really want to do sustainable tourism? Yes. And what would be your dream place to do your first professional experience in 2 or 3 years? Uh, it could be everywhere because I like new experience. I like challenging. Okay. And you shared an example of Costa Rica, was it? Yes. Costa Rica being sustainable. I think you was that right, Costa Rica? Yes. Okay. Give the microphone. So I will pass the phone for Trump. Yes. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jam, je suis vietnamienne. Je suis étudiante en première année à Estelia Tourisme et Hospitalité à Cachan. Je suis dans la même classe avec Hung, Luan et Jennifer. And right now I'm doing internship 2 months at the Nous sommes vivants. And in here I learn about, actually this is the first time that I knew about the um regeneration. So, and now I still keep
researching about that because I knew in the second year and third year I will use that for my course. Yes, in Enchanté. Okay, give the microphone to someone like Guillaume or I want to pass the microphone uh, mm, to Delphine. To Delphine. qui ne doit pas être Delphine. De- Emmanuel, oui, j'ai pris l'ordinateur de Delphine, voilà, c'est ma copine, j'ai pris son Mac. Moi, je suis informaticien de base. J'ai quitté ce métier il y a déjà quelques années. Je suis maintenant bénévole à la Maison du Zéro Déchet dans le 12e. Ça fait déjà un peu plus de 6 mois. Donc, et je découvre un peu l'écologie, cet univers, le zéro déchet. Je me sensibilise pas mal aux fresques. Et de fil en aiguille, en étant présent à la Maison du Zéro Déchet, qui est une belle petite maison, j'ai découvert en fait Make Sense, qui m'a conduit en fait à cet événement ici présent aujourd'hui grâce à la fresque des émotions. En regardant avec ma copine un peu cet univers, en tout cas qui est... Elle a un fils qui est très branché écolo et moi je suis tombé un peu dedans par hasard, même s'il n'y a pas de hasard. Voilà. Et qu'est-ce que c'est pour moi, en fait, le modèle régénératif? En fait, je n'ai pas vraiment de... Je découvre le sujet et de ce que je comprends, c'est un point de vue que je n'avais pas du tout. C'est une manière de penser économiquement qui régénère à la fois donc la planète, c'est la cause actuelle, et l'économie. Donc c'est un système, une manière de penser qui aide l'individu et la planète, me semble-t-il, à trouver de la force pour et non être épuisé par ce qu'on produit. Voilà un peu ce que je comprends comme ça à chaud. Merci Emmanuel. Alors, Fort Forest ou Guillaume? Voilà, excusez-moi, je cherchais le son. Moi, je représente la société Fort Forest. Donc, nous, on est complètement dans l'environnement, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec des entreprises sur le bilan carbone, donc, qui va leur permettre de trouver des solutions environnementales pour consommer autrement. Tout en faisant des économies. Et on va travailler sur la partie volet contribution carbone ou entretien de haies bocagères avec notre association Plante ta graine, qui permet aux entreprises vraiment d'agir concrètement sur l'environnement en participant financièrement à l'entretien des haies auprès d'agriculteurs français. Moi, je suis un petit peu curieuse par cette masterclass parce que c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis là un petit peu pour voir voilà, comment on peut amener les choses peut-être de manière différente. Comment on peut faire mieux, hein, voilà. Magnifique, merci. Guillaume, si tu es là. Oui, bonjour, excusez-moi, je suis au milieu de nulle part, j'arrive pas à trouver une salle pour me poser, mais là, je travaille à la Naïf et je viens ici par curiosité parce qu'on s'intéresse à la régénération en général. C'est quand même un terme très flottant, et donc je viens pour en apprendre plus. De ce que j'en comprends, pour suivre aussi la discussion, parce que tout le monde présente aussi son point de vue sur le sujet. De ce que j'en comprends, c'est la volonté, c'est pas la volonté, pardon, c'est un modèle où on cherche à avoir un impact net positif sur la société en général et sur ce qu'on peut appeler aussi les écosystèmes. Ça mêle social et environnement. Voilà ce que Bon, je super. comprends. On va te laisser te poser. Alors, est-ce que tout le monde a bien vu le board Miro? On va aller sur Miro. Non pas que... De toute façon, vous aurez le Miro sur mon écran. Vous n'avez pas spécialement besoin de vous connecter. Il n'y a pas d'interactivité particulière.
Je vais juste commencer par présenter Nous sommes vivants. Donc Nous sommes vivants, c'est, enfin déjà moi. Donc moi je suis Jérémy Dumont. Mon métier c'est planeur stratégique. Ça fait 25 ans maintenant que j'accompagne des grandes entreprises comme la SNCF, Coca-Cola, sur des projets d'innovation à impact. Et à la sortie du premier Covid, et c'est amusant de voir là les résultats des municipales depuis justement cette période-là. Euh, donc ça m'a ramené à ce moment-là. Donc oui, bah, à ce moment-là, je me suis dit que j'avais quelque chose à faire. Moi, je venais plutôt de l'impact sociétal et voilà, je me suis dit, tiens, l'écologie, c'est aussi bien l'environnemental que le social et ma capacité, c'est de travailler avec des grands groupes, en particulier sur l'innovation produit. J'ai créé Nous sommes vivants, qui est une association, et qu'on s'est lancé dans l'économie régénérative. Bah déjà, Nous sommes vivants, c'est l'idée que les humains et les non-humains sont tous des êtres vivants sur Terre. L'économie régénérative m'a paru intéressante parce que je trouvais il y avait quelque chose de positif, de contribuer, au-delà d'être responsable. Donc on a mis longtemps à vraiment comprendre ce que ça voulait dire la pensée régénérative dans sa théorie et sa pratique. Donc je vais vous expliquer maintenant comment on fait ça. Et j'ai créé des outils parce que comme j'avais fait un master innovation et transformation à Centrale juste avant, je suis parti sur l'idée que je voulais à la fois avoir des outils très très pragmatiques et concrets sur l'innovation et que les aspects transformation des comportements étaient fondamentaux à gérer en parallèle d'un projet d'inno. Donc voilà, et donc maintenant nous avons plusieurs ateliers sur le volet innovation, le business model régénératif, et sur le volet transformation, la fresque du facteur humain, la fresque des émotions qui a été citée. Il y a une session à Paris à 18 h au Forum 104 par exemple. Et ensuite, il y a la fresque des imaginaires qui est très proche du business model Canva. Parce qu'elle permet de faire des collages images thématiques. Qu'est-ce qu'on mangera en 2050, comment on bougera en 2050. Donc c'est déjà une première projection dans, dans sa marque, dans ses produits, avec 4 imaginaires, dont celui de la régénération. Et maintenant, donc les adhérents de l'association sont formés aux ateliers, et donc il y a une cinquantaine de personnes adhérentes, et on est à peu près dans toute la France. Et donc en fait, c'est un réseau de consultants réunis en association. Euh, et on travaille avec les entreprises essentiellement. Donc, l'agenda. Bah, je viens de faire l'introduction. Qui sommes-nous? Je vais vous expliquer la démarche avec des exemples. Et donc voilà, ça se passe sur Miro, en sachant qu'il y a une page sur Internet qui s'appelle le business model régénératif. En début d'année, on a écrit un livre blanc sur c'est quoi la régénération pour les entreprises. Donc ça se trouve sur notre site web. Nous avons aussi le Capacity Score, qui est donc un diagnostic sur 4 étapes: limiter, réduire, restaurer, régénérer. Là, ça va être au niveau de l'entreprise. Permettre à quelqu'un au sein de l'entreprise, en faisant une auto-évaluation, de savoir où cette personne en est et donc, par extension, où l'entreprise en est dans une trajectoire en plusieurs étapes vers la régénération. Alors la régénération pour nous, c'est donner aux êtres vivants, dont les humains, les ressources leur permettant d'être en capacité d'atteindre leur plein potentiel dans leur environnement. Donc ça veut dire que nous avons une approche, on va dire, des écosystèmes au cœur desquels sont des êtres vivants. Donc en fait, nous on regarde les écosystèmes non pas, on regarde les écosystèmes comme des milieux de vie. Donc nous, on est focalisé sur les êtres vivants qui vivent dans un écosystème. Donc un écosystème, ça peut être une ville, ça peut être une forêt, ça peut être une rivière. Et on va d'une part s'intéresser au cycle de l'eau, au cycle de l'air, au cycle du carbone, mais notre attention va être sur les êtres vivants, parce qu'on ne régénère que des êtres vivants. Donc effectivement, on s'intéresse aux ressources, parce que ici vous voyez que dans un écosystème, il y a des ressources, la biodiversité
pour certains, c'est une ressource. L'habitat, c'est sûr que c'est une ressource. Les sols, l'eau, voilà. Pour les humains, ça va être l'éducation aussi, ou la récréation, ou la culture, etc. Donc tout ça, ce sont des ressources. Et ces ressources sont essentielles aux vivants, mais on va se poser la question de la capacité des êtres vivants à atteindre leur plein potentiel dans l'environnement. Donc on va s'intéresser hein, au carbone, à l'eau, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup à la biodiversité, à la qualité de vie au travail, à la santé, à la culture. Donc voilà, nous on est, vous allez voir plus tard, école Regenesis Institute, USA, et on fait du design de relations. Donc on ne fait pas Pour certains, on pourrait dire qu'on fait du design systémique, mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des êtres vivants et qu'on va créer des relations mutuellement bénéfiques entre êtres vivants. Et on est basé sur l'économie de la mutualité. Donc on est très économie sociale et solidaire. Mais c'est comme si l'économie sociale et solidaire était extrêmement forte sur le pilier économique et sociétal, mais pas encore assez sur le pilier environnemental. Et en ce sens-là, nous faisons de l'économie sociale et solidaire qui inclut les humains et les non-humains. Et on va tisser des relations mutuellement bénéfiques entre les acteurs, humains et non-humains, et beaucoup les humains. Et donc, en ce sens-là, c'est de l'économie de la mutualité. C'est toujours très difficile de parler de la régénération, donc au-delà du livre blanc, voilà, il y a un questionnaire maintenant en 38 questions qui permet de se positionner en tant que personne, de façon, voilà, au meilleur de sa connaissance et de sa volonté, sur une trajectoire qui va de limiter à réduire, à restaurer, à régénérer, et régénérer, donc agir sur les capacités du vivant pour générer de la valeur mutuellement bénéfique sur les territoires. La régénération a ça de particulier, c'est que comme je vous ai montré dans le schéma tout à l'heure, elle est toujours géolocalisée. On parle toujours d'activité économique dans un territoire et d'externalité dans un territoire. Et la question de la régénération, ça va être, est-ce que le territoire et ses habitants vont mieux avec l'activité économique? C'est-à-dire que l'étape d'avant, ça va être restaurer, réparer ce que l'activité a pu détruire. Donc revenir à un état initial, mais on est désynchro dans le temps. Nous, dans la régénération, c'est l'activité économique contribue au territoire et à la prospérité de ses habitants. Donc j'ai par exemple écrit sur le Made in France régénératif, en quoi une activité économique en France contribue à la France. Voilà, et je reviendrai sur cet aspect-là. Et comme vous avez vu dans la définition, la régénération est basée beaucoup sur les capacités. Donc le Capacity Score va regarder non seulement l'entreprise et le leadership de la personne qui remplit le questionnaire, mais va s'intéresser à l'intelligence écosystémique. Donc nous, on fait de l'intelligence écosystémique. Et ça va être qu'est-ce qu'on fait des données économiques, environnementales et sociétales, la chaîne de valeur de mes produits et des services, l'innovation, ça c'est vraiment notre cœur d'activité, les dynamiques humaines, la gouvernance. Donc c'est cet ensemble de leviers qui sont détaillés pour permettre à une organisation de passer d'une étape à l'autre. Regenesis dit ça. Sur la régénération, ça peut paraître pour certains un peu abstrait, mais c'est très parlant. Donc déjà, nous, on est basé CSRD parce qu'on travaille avec des grands groupes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas opérant pour d'autres, tout au contraire. Mais la CSRD, c'est sortir du tunnel carbone avec vraiment des indicateurs ESRS divers et variés qui incluent la biodiversité, qui incluent la qualité de vie au travail des fournisseurs, les conditions de travail. Et si c'est pas CSRD, c'est ISO 26000. Et comme c'est en double matérialité, c'est-à-dire comment mon activité économique impacte les écosystèmes quels qu'ils soient, et comment finalement les écosystèmes peuvent exercer une pression sur notre activité économique, je trouve ça très intéressant dans la façon de réfléchir. Donc même si on n'est pas toujours CSRD, c'est la même logique qui s'applique. Donc une entreprise en rouge, effectivement, elle a comme enjeu de limiter ses impacts négatifs ou de préserver
euh, les, la nature et on parle souvent d'ailleurs de ressources humaines ou de ressources naturelles. Donc c'est cette logique de ressources. Et donc l'activité économique, on peut le dire, exploite, surexploite des ressources et dans la partie rouge, tout va être fait pour réduire ces impacts négatifs. À partir la théorie de Regenesis Institute, c'est qu'à partir d'un certain moment, on a tellement bien réduit qu'on arrive à ne plus avoir d'impact négatif. Alors peut-être pas sur tous les indicateurs, mais on peut par exemple partir sur 4, 5, 6 et se dire qu'effectivement, sur certains indicateurs, à un moment donné, on est en net zéro impact. Et à partir de ce net zéro impact sur un indicateur d'impact, on va pouvoir commencer à contribuer. L'entreprise contributive commence dans la section suivante qui est restaurer ce qu'on a dégradé. Donc, par exemple, on peut restaurer une nappe phréatique quand on est une entreprise qui commercialise de l'eau en bouteille. On peut se dire, tiens, mon activité économique a fait au fil des ans diminuer la nappe phréatique. Mon activité dépend de cette nappe phréatique. J'ai peut-être intérêt à restaurer, voilà, ou améliorer la qualité de cette eau qui a été dégradée. Ça peut être aussi les pratiques agricoles qui ne sont pas liées à l'exploitant de l'eau minérale en bouteille, et on va restaurer, on va remettre en l'état quelque chose qui a été dégradé par les activités économiques. Et voilà, ensuite on va régénérer, et quand on régénère, c'est que le monde va mieux grâce à nous. C'est pas que on a réparé, voilà. Et on va s'intéresser dans la dernière étape à tous ces indicateurs du vivant, puisqu'on ne régénère que le vivant, que vont être la biodiversité et plus largement la santé humaine. Et on va aussi s'intéresser à la juste rémunération des producteurs ou au juste prix de vente, où on va travailler aussi la notion de bien commun et de partage de la valeur créée. Donc, vous voyez que dans la partie rouge, c'est le monde en tant que machine. On voit vraiment les choses comme des systèmes et de façon qui ont un fonctionnement assez mécanique. Et on va voilà, essayer de réduire les impacts. Ensuite, on contribue jusqu'à régénérer et on commence plutôt à s'intéresser aux choses comme un bien commun dont l'activité économique dépend et la durée de l'activité économique dans le temps dépend de l'environnement, de la société, de son écosystème d'acteurs économiques. Mais dans régénérer, ce n'est pas juste l'activité économique est robuste dans le temps malgré des tensions géopolitiques, des mouvements sociaux en France, le dérèglement climatique, qui est trop centré sur l'activité de l'entreprise. C'est vraiment penser les choses comme imbriquées et se dire qu'effectivement, ce que l'on souhaite faire dans un monde idéal, c'est que le monde aille mieux, ou le territoire aille mieux en tout cas, avec l'activité économique. Et donc on est dans une relation donnant-donnant, mutuellement bénéfique, avec la nature, enfin son écosystème de partenaires économiques, la nature et l'environnement, la nature et la société. Ce qui est assez particulier, c'est que finalement il y a très peu de méthodes, d'approches qui permettent de contribuer. Alors vous allez me dire, l'économie sociale et solidaire a toujours existé avec une contribution sociétale, oui. Le marché des produits bio a toujours existé avec au moins un net zéro impact négatif, et il y a bien un modèle économique des produits bio en France, mais plus largement, on a du mal à concevoir quelles sont les pratiques qui permettent de contribuer dans cette logique de moins dommageable, neutralité nette, impact positif. Dans moins dommage, et c'est vrai que je prends peut-être la casquette ici plus approche environnementale, alors que pour moi l'écologie, et c'est aussi bien le sociétal que l'environnemental, mais la régénération est un concept porté par l'enjeu environnemental qui s'ouvre aux enjeux sociétaux. Donc, qu'est-ce que l'on a dans le monde des pratiques environnementales qui sont moins dommageables? On a l'éco-conception, l'économie circulaire, l'économie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, et toutes celles-ci vont réduire les impacts négatifs. On peut même ajouter l'économie, oui, elle est là, ok. Et ensuite, on arrive au mieux à un net zéro. Alors, il n'y a pas de pratique vraiment pour avoir un net zéro, même s'il y a la zéro artificialisation nette, la neutralité carbone.
Ce sont les pratiques de réduction des impacts négatifs qui vont permettre d'arriver à une neutralité nette. Mais dans les pratiques qui permettent un impact positif net, il n'y a que modèle économique régénératif, pratique régénérative. C'est pour ça que ça s'appelle économie régénérative et que ça ne s'appelle pas économie de la fonctionnalité, économie circulaire. L'éco-conception, par exemple, est basée sur des pratiques de réduction des impacts à partir de l'analyse l'analyse du cycle de vie, mais à date, l'analyse de cycle de vie telle que portée par l'ADEME et recommandée par le gouvernement français porte sur la réduction des impacts carbone, la réduction de l'eau ou autre, c'est-à-dire que des critères abiotiques, non vivants. L'économie circulaire et l'éco-conception et l'analyse de cycle de vie portent pas sur la biodiversité, portent pas sur la société. Voilà. Donc c'est c'est ce mouvement-là qui nous intéresse, en sachant que très récemment, l'analyse de cycle de vie telle que préconisée inclut maintenant une partie de la biodiversité. Donc c'est en train de changer, mais c'est très récent, alors que l'éco-conception, ça date d'il y a quand même maintenant 15 ans, si ce n'est 20, si ce n'est 30. Donc, à retenir, le modèle économique régénératif et les pratiques régénératives que je vais vous montrer sont les seuls qui permettent d'améliorer la qualité de vie des humains et des non-humains sur un territoire. Et c'est ce qui passionne le plus les citoyens, les consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là quand on se projette dans des secteurs d'activité? Donc, nous remettons tous les ans les lauriers de la régénération, je reviendrai à ça plus tard, mais nous on récompense les produits et les services régénératifs. Et donc, voilà, ces produits régénératifs sont régénératifs. Et par contre, comment on peut faire pour permettre à des entreprises de viser la régénération ou d'améliorer leurs produits pour viser la régénération? Dans l'agroalimentaire, c'est de là que la régénération vient. Le premier secteur d'activité dans lequel la régénération s'est développée, c'est l'agriculture régénérative et donc l'alimentation. Et donc dans l'alimentation, c'est très clair aux États-Unis. Et voilà, que c'est bio, mais bio permet d'avoir un impact zéro sur l'eau, un impact zéro sur la biodiversité, un impact zéro sur la santé. Et c'est en allant au-delà de l'agriculture biologique et donc en allant vers l'agriculture bio et régénérative qu'on commence à avoir un aspect contributif. Je vous montrerai des exemples après. On peut avoir dans l'électronique, un téléphone, une machine à laver, aussi cette logique de à quel moment on peut dire que cette machine à laver, ce téléphone, finalement, quand on l'achète et qu'on l'a en main, on fait plus de bien que de mal. Si l'appareil est reconditionné, on peut dire que les impacts sur l'environnement, de façon un peu grossière et mécanique, sont divisés par 2, puisque c'est la deuxième vie de l'appareil. Donc à un moment donné, les impacts environnementaux, grâce à mon achat de deuxième main, je crois qu'au niveau des téléphones portables en France, on en est à 20% de téléphones reconditionnés en circulation, eh bien on a limité notre impact environnemental. Et donc, toutes les actions qu'on va pouvoir faire qui contribuent à la société avec cet appareil, ce téléphone, eh bien on pourra considérer qu'il y a peut-être un impact positif. Dans le bâtiment rénové, c'est pareil. Quand un promoteur rénove un bâtiment et héberge dedans des activités sociales, eh bien, on pourra se dire que cette activité est plutôt contributive à la société parce qu'on a réduit les impacts environnementaux à très bas. C'est assez difficile dans le numérique d'avoir du net positif sur l'environnement, mais on peut avoir une bonne réduction des impacts et possiblement des impacts positifs. Mais c'est quand même assez difficile. De la même façon, dans le bâtiment, il faut réfléchir à un bâtiment sur 10 km² pour que la nature ne soit pas simplement le décor des immeubles. Parce que c'est pas en mettant des ruches, en faisant un bâtiment végétalisé ou en ayant 4 arbres en face du bâtiment qu'on contribue à la biodiversité.
De la même façon, c'est pas parce qu'on a un bâtiment où il y a des open space que ça contribue au lien social. Donc c'est vrai qu'on dans le bâtiment, on va essayer de réfléchir à une zone habitée par des humains et des non-humains qui comprend le bâtiment et qui va au-delà. Donc voilà, et on va, nous, en tout cas, toujours se baser sur des labels et des certifications qui permettent d'avancer. Euh, ok, on va regarder rapidement au niveau de l'entreprise, donc le capacity score que ça donne, par exemple, avec Michelin ou Patagonia. Donc on a un capacity score de Michelin qui fait des pneus à 45%, donc il est en niveau 2 vers 3. Et on a un Patagonia qui est souvent cité comme une entreprise exemplaire à 68, donc il n'est pas régénératif. Et surtout, on va avoir quelque chose d'assez étonnant ou d'intéressant qui est que Patagonia fait plus 6 sur 10 ans de chiffre d'affaires et il y a quand même malgré tout une augmentation de ses impacts CO2 et que Michelin, par exemple, est en chute sur sa marge et sur résultat net et que son infrastructure RSE ne freine pas cette chute économique. Pour Michelin, on va avoir 98% des produits, donc les pneus qui sont une logique habituelle et 2% qui vont être économie de la fonctionnalité par location. Et ils ont un objectif à date, je crois. Oui, à date, ils sont à moins 28%. Enfin, 28% de ce qui rentre dans la conception des pneus n'est pas pétro-sourcé. Et donc, ça va être EVA naturel et ça va être matière recyclée. Ils ont un objectif de 40%. Mais ils sont. Voilà. Et ensuite, sur Patagonia, on va avoir une difficulté. On va avoir quand même 85% des produits textiles, par exemple, qui n'ont pas de fin de vie. Et par contre, on a du Regenerative Organic Certified déployé sur le coton. Et donc, le coton, lui, va pas être des matières synthétiques. Et sur leur division alimentation, sur la mangue, par exemple. Et ces business units, plus on les vend, plus ça contribue grâce aux pratiques régénératives. Euh, Voilà, donc est-ce que ça serait un pneu? Est-ce qu'on peut repenser le pneu pour avoir un pneu qui contribue à la société, contribue à l'environnement? Donc ça va dépendre des 250 000 planteurs de DVA en agroforesterie régénérative. Ça veut dire quoi avoir une forêt DVA qui se porte bien? Ça veut dire quoi d'avoir des producteurs qui se portent bien? Ça veut dire quoi d'avoir des relations de dialogue, de concertation. Et oui, si le pneu est fait avec de l'EVA et que ça contribue à ce territoire, ça a beaucoup de sens. Et ça permet aussi peut-être de sécuriser les approvisionnements. Donc ça serait ça un pneu régénératif. Voilà. Est-ce que parce que le monde se dérègle, il faut avoir 10 fabricants enfin 10 fournisseurs dans le monde, ou alors est-ce qu'il faut en avoir un ou deux avec qui on tisse vraiment des liens et est-ce qu'il est possible de vendre plus de pneus tout en faisant le bien de ces arbres et de ces producteurs? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? C'est pas facile, hein, parce que l'EVA, c'est toute une histoire de colonisation, etc., hein, mais c'est possible. C'est possible. Et Patagonia, donc ce que je vous disais, hein, ça va être cette certification américaine, donc Regenerative Organic Certified, sur le pilier sol, bien-être animal, équité sociale, salaire. Voilà, ils vont plus loin que le bio, et ils mélangent bio et fair trade sur le coton. Et oui, c'est contributif au territoire. Et sur provision, ça va être des mangues, du bison, des patins, du Kernza. Et donc sur ces produits-là, ils sont en neutralité carbone euh, et c'est contributif des sols, de la biodiversité des sols, du bien-être animal, des producteurs. Ce sont des filières bio fair trade. Voilà. Donc là-dessus, vous en avez plusieurs voilà, qui ont été faits. Sur C'est qui le patron, ben, vous avez du lait bio au moment donné où en 2024, les baisses en volume sur le lait bio étaient de moins 8%. Eux, ils ont fait plus 12, ce qui est énorme.
parce que en fait, ils ont demandé aux producteurs quel était le montant dont ils avaient besoin pour vivre. Ils ont demandé aux consommateurs s'il était OK pour le payer. Donc en fait, on est quand même pour le coup, une entreprise régénérative parce qu'elle est en N4. Très bon score en N4. Voilà. Et ça, ils ont changé le jeu de Egalim, c'est-à-dire que voilà, le rapport entre les agriculteurs, les producteurs, la distribution et les consommateurs ne sont pas simples, mais eux, en fait, ils ont changé le game. On a une autre entreprise qui est très très proche du score de 75, qui est Regen, ce serait Expansiance dans les cosmétiques, et on voit qu'ils ont des très bons scores partout, et en innovation produit particulièrement, puisque par ailleurs, ils ont gagné 2 fois les lauriers de la régénération sur des produits cosmétiques contributifs. Voilà. Alors, c'est quoi un produit voilà, on va prendre un exemple ici. Donc, Ecotone, qui est lauréat 2025. Ils ont déjà une trajectoire régénérative. Ils sont certainement en N3, mais ça fait 20 ans, si ce n'est 30, qu'ils sont engagés dans la biodiversité avec des contrats longs avec les producteurs. Donc, ce n'est pas par hasard qu'ils ont ce produit et c'est cohérent avec leur trajectoire. Ils font quand même un chiffre d'affaires de 710 millions d'euros, 12% en fair trade. 84% de leurs produits sont des produits bio, 97% sont des produits végétariens. Et on parle donc de Bjork, Bonter, Clipper, Alter Eco. Ce qui est intéressant dans ce lait d'avoine, c'est il est bio. Qu'au-delà de cahier des charges bio, ils plantent des haies. Planter des haies, c'est bon pour l'eau, c'est bon pour la biodiversité, parce que les haies sont un abri pour les oiseaux. C'est des contrats longs avec les producteurs, où ils sont justement rémunérés, c'est expliqué derrière le plaquet. Et si on avait besoin d'encore plus de garanties, nous on passe beaucoup par des certifications des labels. Ici, on a un Planet Score, quadruple A, pesticides, biodiversité, climat, mode d'élevage sur le produit, qui génère le fait d'avoir ça sur le produit, au-delà, en plus de bio, ça génère des ventes. Donc voilà. Euh, c'est détaillé dans les lauriers de la régénération. Planet Score quadruple A, label AB, ingrédients 100% français, ils accompagnent leurs fournisseurs dans la culture régénérative. Voilà. On travaille souvent sur la gaufre, donc une gaufre régénérative, c'est quelque chose qu'on fait souvent en session découverte, et oui, une gaufre c'est peut-être pas bon parce que c'est gras, c'est salé, c'est sucré, etc. Mais ça dépend de comment est cultivé le blé, comment sont élevées les vaches, les poules, et on peut effectivement acheter des gaufres qui contribuent. Euh, Ce qu'on a fait avec Orange, c'est qu'on a travaillé sur la, la Livebox et l'accès Internet. Et effectivement, voilà, est-ce qu'il est possible d'imaginer un accès au numérique via la Livebox en 2035 qui soit contributif sur la nature, les humains et les capitaux financiers? On travaille avec la filière ortie dans le nord de la France et c'est le case study que je vais vous montrer. Et euh, bon, peut-être faire une toute petite pause sur est-ce que les exemples pour l'instant sont éclairants. Et ensuite, je vous présente le business model. Est-ce que vous avez une meilleure image de c'est quoi une entreprise régénérative, ou en tout cas une qui vise la régénération? Est-ce que vous avez une meilleure image de ce que c'est qu'un produit ou un service régénératif? Ben, moi, j'avais déjà regardé ça avant, là, tu nous avais envoyé le truc, mais ce qui est très intéressant, je trouve, ben, moi, ce qui m'intéresse d'avoir, c'est des exemples d'entreprises qui sont engagées dans le chemin et qui mesurent, qui ont déjà 3, 4, 5 ans d'avance là, sur ceux qui ne se sont pas lancés, pour avoir une preuve que ça vaut le coup de se lancer, quoi. Et donc, ce qui est le fun, c'est d'entendre qu'à la fois, certaines entreprises sont en chemin, là, Patagonia, Michelin. Et Michelin à la base avec des pneus à base de pétrole, c'est fort comme exemple, hein. Et de voir qu'ils y vont là, ça peut donner le goût à d'autres. Et surtout, d'entendre que c'est pas parce qu'ils se lancent là-dedans qu'ils ont une perte économique. Il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui, justement, en allant vers le régénératif, en fait, augmentent aussi leur capital financier. Donc, moi, c'est des éléments de preuve qu'il faut que j'accumule aussi pour donner le goût à des entreprises de se lancer
dans l'aventure? Merci. Oui, donc c'est un chemin en plusieurs étapes. Souvent, quand même, ce qui se dit, c'est que l'écologie est un coût et que nous avons une dette. Et donc ça, c'est vrai que et que si on reste sur un modèle extractif volumique, on va dans le mur. En fait, la thèse du triple impact économique, environnemental et sociétal, c'est de dire que les trois se nourrissent mutuellement. Et donc, l'économie circulaire, par exemple, sur un produit éco-conçu, ce n'est pas forcément un levier d'achat pour le consommateur final. Parce qu'il pense que c'est de la responsabilité de l'entreprise que de décarboner, que de mettre moins de plastique, que de faire attention à son utilisation de son eau. Il n'y voit pas le consommateur final vraiment son bénéfice. Il dit ça c'est la loi, ça c'est l'entreprise. Moi qui suis consommateur qui paye ce produit-là, je veux que ce produit-là me rapporte à moi. Et donc, en fait, là où l'économie régénérative, quand on la rend visible auprès du consommateur à travers des affichages produits, ça génère des ventes. C'est typique du bio qui est très bien pour déclarer comme l'INRAE comme pratique qui permet qui est la meilleure pour la biodiversité. Et il se trouve que ben, comme il n'y a pas de pesticides, c'est aussi quelque chose qui est très sain. Donc le lien entre les pratiques et le bénéfice est clair. On peut avoir, après, ça dépend des secteurs, les liens ne sont pas toujours les mêmes. Dans le textile, on peut peut-être voilà, avoir une autre histoire autour de la durabilité physique du textile ou de la performance du textile. Euh, mais l'idée, c'est quand même que les pratiques contributives parlent de choses qui intéressent les consommateurs d'une façon positive. En achetant ce produit, tu contribues à la communauté marocaine derrière l'Argan. Donc, tiens, l'histoire me plaît, j'ai envie de contribuer, et cet argan est meilleur, ta ta ta. Et donc, c'est là où l'écologie et les bonnes pratiques deviennent un levier de vente et de préservation de la marge. Là où les autres pratiques, comme elles sont sur la réduction et pas sur la contribution, au mieux sont une économie ou un investissement pour les générations futures. Mais c'est pas du profit. Et c'est un peu difficile des fois de réfléchir à se dire que l'écologie, euh, ben on peut faire de l'argent avec. Mais à nouveau, l'économie sociale et solidaire a toujours dit ça. Personne dit, oh mais c'est horrible, vous faites de l'argent sur le dos des gens. Ah oui, on fait de l'argent sur le dos des gens en leur faisant du bien. Ah, ah bon, ça existe? Bah oui. Faut vraiment réfléchir autrement, hein. Il faut vraiment réfléchir autrement. Et il faut arriver à rendre visible ce que on fait au niveau de la RSE, ce qu'on fait au niveau des producteurs, des fournisseurs, des façons de produire, il faut le rendre tangible auprès du consommateur. Sinon, l'écologie reste quelque chose qui euh, euh, a un modèle économique plus coûteux. Oui, absolument. Mais si toutes les parties prenantes y voient leur intérêt, alors si chacun met 0,1 centime, on arrive à quelque chose de très bien. Quelqu'un d'autre a un retour? Des questions? Des remarques? Non? Vous voulez qu'on continue? Vous aurez des questions plus tard? On continue, c'est ça? Ok, on continue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi, je l'ai traduit dans ce Canva. Et je vais vous présenter ce Canva juste après, parce que je me suis dit que ça serait bien de passer par des exemples que j'ai foutus, que j'ai mis là.
Donc ça, c'est le business model Canva d'Alexander Oswalder. Donc vous voyez au milieu, donc déjà c'est un produit, hein. Enfin on peut dire qu'on crée une start-up si on veut, hein, mais vous voyez ici il y a un petit paquet cadeau, c'est le produit. Et donc le produit, on fait une proposition de valeur au milieu là, hein, proposition de valeur. Ok. Et cette proposition de valeur, elle nécessite différentes activités qui vont permettre de la délivrer. Elle va utiliser des ressources et elle va nécessiter des fournisseurs. De la même façon, pour déployer cette proposition de valeur, il va falloir construire des relations avec les consommateurs dans des canaux de communication et de vente pour toucher ce consommateur final. Donc on a, pour en résumer, une proposition de valeur, des fournisseurs, un consommateur. Et l'entreprise, c'est celle qui remplit, elle n'a pas sa propre case, mais elle fait bien partie de cette équation. Et ça coûte et ça rapporte. Donc en fait, tout ce dont qu'on pense, l'économie, on réfléchit avec le business model Canva d'Oswalder. Il y en a d'autres qui sont différents. Il y a le Circulab, c'est de l'économie circulaire. Donc dans l'économie circulaire, on va un peu retrouver la même chose, mais voilà, on a la proposition de valeur, les ressources humaines, techniques et énergie, et des activités, pareil, qui nécessitent peut-être de nouveaux partenariats avec les fournisseurs et de se mettre tous d'accord autour d'une mission. De la même façon, de l'autre côté, il y a des consommateurs qui ont des usages et des circuits de distribution, et il va y avoir des contextes d'usage. Voilà, donc c'est un peu la même logique qui se finit par revenue cost. Donc là, si vous voulez, la grande particularité, ça va être quand même le travail, l'introduction ici de positive et negative impact. Quand même, c'est l'économie circulaire, donc ils réfléchissent plutôt matière, ressources, voilà, en termes de positif et négatif. Il y a un peu plus, enfin, il y a carrément plus de ressources naturelles, techniques et énergétiques. Il y a un peu plus la notion de collaboration entre parties prenantes. Et ça se conclut encore comme revenu cost. Le flourishing business model Canva est différent parce que enfin on a ici les trois prismes économique, société, environnement. Donc c'est la première fois que on réfléchit autant à l'économique que à la société que l'environnement. On va toujours avoir la value, la proposition de valeur, et on a cette notion de destruction collective de la valeur. Et à gauche, on a toujours cette notion de ressources, et de parties prenantes et d'activités, mais on ajoute quand même gouvernance. Et on voit que voilà, il y a une logique sur l'environnemental ou le sociétal. Voilà, on va avoir des stocks renouvelés en environnemental et on va rendre des services socio-écosystémiques à la société et à l'environnement. De l'autre côté, on a de la même façon des relations, des parties prenantes diverses et variées, et ces acteurs ont des besoins, voilà. Et on va toujours avoir cost, benefits et goals, common goals. Donc moi, c'est vrai que celui-là, il m'avait bien plu parce que c'était la première fois que je voyais ce que représente pour moi l'écologie, environnement, société, économie. Et en fait, c'est un document qu'on doit lire en trois dimensions quand on l'écrit. Mais c'est pas, vous voyez, c'est pas facile, parce qu'en fait, ça multiplie les cases. Donc eux, ils ont fait une version simple pour l'entreprise, mais pour la remplir, il faut remplir dans chaque case les trois items. Sinon, ça fait trois documents, quoi. Pour rappel, une entreprise a un rapport économique et un rapport RSE qui inclut environnement, société, gouvernance. Donc moi je suis parti un peu pareil, c'est-à-dire que moi j'ai la proposition de valeur qui est là. Donc j'ai la proposition de valeur. Euh, j'ai les parties prenantes, c'est-à-dire les partenaires clés et les clients actuels. Par contre, je l'ai basé sur la chaîne de valeur. Donc moi, j'ai souhaité déjà, dès le départ, être beaucoup plus précis, c'est-à-dire quelles sont ces différentes étapes dont on parle, et ces différentes activités, et qui sont ces différentes parties prenantes dont on parle. Donc vraiment une vision très détaillée, et voilà, pour chaque case, il y a des acteurs à un moment donné de la chaîne qui créent de la valeur, en détruisent.
Donc c'est à la fois une chaîne d'étapes, mais c'est aussi un ensemble de personnes qui arrivent à différents moments de la vie de ce produit. Et la grosse particularité, c'est que je vais réfléchir à un an, au milieu, là, ici, tout ça, là, ce que vous voyez au milieu, et je vais réfléchir à 10 ans, c'est-à-dire quels sont nos fournisseurs clés dans 10 ans, 5 à 10 ans, qui sont nos clients futurs à 5 à 10 ans. Donc je vais me projeter dès le départ, en temps 1, aujourd'hui, ma chaîne de valeur, mes partenaires, mes clients, et dans 5 ans, et dans 10 ans, une chaîne de valeur différente, avec des fournisseurs différents, des clients différents. Ce processus, on va l'avoir au départ sur la surexploitation des ressources naturelles, la surexploitation des ressources humaines et la surexploitation des ressources financières. On crame trop d'argent, ça ne nous rapporte pas, ça nous endette, ça crée de la dépendance, ça génère des coûts. Voilà. Donc on réfléchit en people, profit, planète, et on pense toujours aux trois avec la même attention, et on ne sort pas de la pièce en ayant fait un compromis. Il faut que la proposition de valeur fonctionne sur les trois, et on va d'abord réfléchir en réduction avant d'aller réfléchir en contribution, parce qu'à la fin de notre travail dans 5 et 10 ans, l'ensemble des parties prenantes auront créé un capital naturel, un capital vivant, un capital financier, c'est-à-dire que voilà, on va contribuer, et on va plus réfléchir à l'écologie comme un coût, mais on va réfléchir à l'écologie comme un investissement, comme un capital que l'on fait prospérer dans un territoire grâce à nos activités respectives. Et donc, on est basé à moitié sur l'économie circulaire avec les ressources naturelles non vivantes, et on va être repair, reuse, recycle, tout ça, parce qu'il faut limiter l'exploitation des ressources naturelles. Mais on va passer beaucoup de notre temps dans la deuxième boucle, qui est d'augmenter les capacités du vivant humain et non humain grâce à notre activité économique, et tout le temps réfléchir en people, profit, planète. Et donc on régénère la nature, régénère les êtres vivants, régénère tout ça sur un territoire, et nous sommes dans une dynamique de contribution positive. Ce qu'on fait du bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire du bien. Donc ça veut dire qu'on part du principe que toutes les activités ne sont pas égales. Certaines ont des impacts environnementaux désastreux, mais certaines ont des impacts environnementaux contributifs par nature ou parce qu'ils ont beaucoup avancé. Et de la même façon, certaines activités ont une contribution positive sur la société. Donc, on reconnaît que dans l'écologie, il y a certaines entreprises qui méritent de pouvoir dire que leurs produits font le bien. On va travailler sur des horizons de temps. On va travailler sur des horizons de temps pour faire cette transition entre le temps 1 qui est le temps actuel, le temps 5 à 10 qui est le temps final, et on va réfléchir à un horizon de transition, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre de ne pas arrêter l'activité économique délétère tout de suite, mais de la phaser out dans le temps, et donc quelle sera la phase de transition d'un produit vers l'autre, qui nous permettra de prendre le temps de faire les choses bien, parce que si on se presse, ça marche pas. Parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on n'a pas tissé encore toutes les relations, parce que quand même l'activité économique existe et on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain, et que vraiment on veut faire du triple impact. Donc en fait, voilà, on réfléchit en horizon de temps et en transition pour y arriver. On va se poser la question de gouverner les communs et la régénération. Quels sont les KPI? Ça veut dire en termes d'atelier que ça, c'est une autre vision de la même chose. On commence toujours par choisir un produit ou un service. On ne travaille pas sur l'entreprise, on travaille sur un de ces produits, ces services, de préférence un produit qui est au cœur de l'activité économique. On va cartographier les parties prenantes de ce produit. On va poser la chaîne de valeur, identifier les parties prenantes de cette chaîne de valeur. Ensuite, on va redessiner cette chaîne de valeur avec des nouvelles parties prenantes qui vont peut-être pouvoir justement nous aider à transformer cette offre, et ensemble on trouvera des solutions. Et je vous rappelle que dans Partenaire, il y a aussi bien les fournisseurs que les consommateurs, et on va pouvoir passer d'une logique de coût et de limitation des ressources humaines, financières et naturelles à une logique de co-construction de capitaux vivants, financiers et naturels. Et on va pouvoir la traduire dans une proposition de valeur qui se retrouve sur l'étagère ou en ligne si c'est un service. On la planifie avec un rétro-planning d'action parce qu'on veut vraiment y arriver.
Et à la fin, on fait un atterrissage comptable. Et voilà, on doit savoir combien ça coûte, combien ça rapporte, mais on doit aussi savoir mettre on doit pouvoir mettre au capital de l'entreprise un plus grand capital naturel, un plus grand capital social, un plus grand capital financier, et ça doit se traduire dans une marge bénéficiaire. Un exemple. Donc, nous travaillons sur l'ortie dans le textile depuis 2 ans. Depuis, voilà, on s'est lancé il y a quelques temps et progressivement on remplit le Canva à travers nos réunions. Donc, elles sont pas, voilà. Je me souviens que la première fois, on avait fait la chaîne de valeur et les parties prenantes avaient décidé de quelles étaient leurs ambitions. Et ensuite, on a fait un autre atelier, un autre atelier. Chaque atelier permet de remplir des cases parce qu'il y a 5 ateliers et les 5 ateliers remplissent bien des cases. Ça, c'est l'atelier 1 sur la chaîne de valeur de l'ortie dans le textile, parce que il y a la tige, et dans la tige, il y a de la fibre, et ça permet de faire du fil équivalent à du coton. Et donc là, vous avez la chaîne de valeur sur la table, avec ses cartes, et en dessous, les impacts environnementaux, sociétaux et économiques. Et ça permet aux acteurs d'avoir une vision d'ensemble de cette activité, de voir où ils se trouvent, qui est à côté d'eux, de discuter. On n'a pas de grand PowerPoint avec chacun qui raconte aux autres ce qu'ils font. On a des gens qui comprennent, qui se parlent et qui comprennent ce que fait celui avant, celui après. Donc voilà, là par exemple, voilà, on a pris les cartes parce qu'ils sont allés en sous-groupe. Mais voilà, vous avez la chaîne de valeur en haut et vous avez les impacts environnementaux, sociétaux, économiques en bas. Et vous voyez, ça échange, quoi. Ça pose des post-it, ça se comprend, etc. Dans l'ortie, c'est quel type d'ortie? Cultiver comment? Pour quelle fibre? Cette fibre, elle fait quel fil? Ça donne quel textile? Pour quels usages? Donc voilà, c'est se mettre d'accord là-dessus, parce qu'on va travailler sur le modèle économique de chacun et de tous. Qu'est-ce qui est le plus viable? Et qu'est-ce qui génère le plus d'impact positif? Et on a aussi cet atelier qui permet donc voilà de cartographier les parties prenantes futures et de trouver des liens mutuellement bénéfiques entre parties prenantes, voilà. Et donc maintenant on est engagé avec cette filière pendant 5 ans et ils ont créé un consortium en Hauts-de-France avec voilà des tisseurs, des fileurs, des agriculteurs, des marques, voilà. Ça donne quoi? Ça donne ça. Donc ça c'est voilà la chaîne de valeur que je vous montrais tout à l'heure. Donc l'horticulture, voilà, la culture en plein champ, le ruissage, la mise en ballot, le teillage, voilà, le filage, le stockage, voilà, tout ça ces étapes et on les décrit et on montre un peu comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Qui sont les acteurs? Ben, ils sont souvent, ben, ils sont là autour de la table. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après, vous voyez ici, il y a les impacts environnementaux, sociétaux, financiers. Et on a rajouté récemment une 4e catégorie, leadership, gouvernance, culture, justement pour la gestion des aspects dynamiques humaines. Typiquement, lorsqu'on a réfléchi dans les premières réunions, il y avait cette histoire de à quelle hauteur couper l'ortie. Et donc, l'ortie doit faire quelle taille? Et une fois qu'elle fait telle taille, à quelle hauteur on la coupe? Parce que c'est en ce sens-là qu'on va faire un fil court ou un fil long. Donc on a eu ces conversations-là et la région avait acheté la mauvaise machine parce qu'ils n'avaient pas réfléchi tous ensemble, s'étaient pas mis d'accord sur ces aspects-là. Voilà. On a fait un travail ici sur les pratiques agricoles de l'ortie par rapport aux papillons. Quelles pratiques agricoles en bio peuvent favoriser les papillons? Donc ça fait partie des impacts qu'on n'avait pas identifiés au début, et on a exploré ça dans un terrain de recherche. Qu'est-ce que c'est ça? La gouvernance, je me souviens plus. Je me souviens plus ce qui se passe là. Maintenant, on travaille en multivalorisation, donc on est en cosmétique, parce qu'il y a la feuille, et dans la feuille, il y a des ingrédients actifs, on est avec Expansience, et donc voilà, ça fait partie des choses où maintenant, comment dire, ça permet de meilleurs revenus pour les agriculteurs que d'avoir des cahiers des charges mutualisés, où la même plante est multivalorisée.
Et donc, ça permet finalement d'être plus compétitif. Euh, oui, alors il y a souvent des histoires de oui, mais au final, tout ce qu'on fait ne sera jamais valorisé par l'acheteur, parce que l'acheteur va nous demander un prix au volume, et nous payer un prix au volume par rapport à une quantité. Et donc on a beaucoup travaillé ces derniers temps sur ce qu'on appelle les end users et d'arriver à avoir les bons arguments ou les bonnes personnes en face de nous pour parler de la qualité d'une fibre, de son prix d'achat, de ses coûts, mais aussi de ses contributions sociales environnementales, et comment ça s'inscrit dans des labels et des certifications. Il y a toujours cette idée qu'on fait des choses géniales, mais qu'au final, on aura un acheteur qui s'en fout. Et c'est pas vrai. Et donc là, on a travaillé tous les services socio-écosystémiques en CSRD, c'est-à-dire que les ESRS, on a fait des grandes familles pour montrer plus précisément quelle serait notre contribution aux services socio-écosystémiques. Et donc ça fait partie des cartes qui permettent de prendre une décision quand on est un ensemble de parties prenantes, comme un objectif commun, et de rentrer dans des cadres normés. Et ça montre vraiment la diversité des indicateurs de la régénération, qui pour certains sont une évidence, mais dans l'environnement, on ne parle jamais de santé humaine et animale. On parle de purification de l'eau, on parle des fois, souvent même d'habitat naturel, mais ce n'est pas pris en compte. Euh, on- voilà, donc bon, j'arrête sur c'est pris en compte ou pas. Donc on va parler de santé humaine, de usage des sols, d'habitat, de société, de communauté locale. On va bien sûr parler d'énergie, on va parler de biodiversité, de qualité d'air, climat, de faune locale, de conditions de travail, de pollinisation. Ici, on va parler de bien-être humain, d'éducation, d'inclusion, de conditions de travail, de cogestion, d'équité salariale, de dialogue social, de gouvernance, vous voyez. Donc on a vraiment une grande diversité d'indicateurs parce que comme nous on veut de l'humain et du non-humain et des relations mutuellement bénéfiques, en fait, on a une grande diversité d'indicateurs et tous ces éléments-là, on les retrouve dans ces cartes-là, ici, c'est-à-dire que quand on analyse une étape, on l'analyse en multi-indicateurs, ce qui est particulièrement complexe, mais passionnant. C'est chaque étape est vue sur tous ces indicateurs répartis en environnemental, sociétal, financier. Et donc, dans une première étape, en année 1, on va se dire comment on réduit la surexploitation de ces ressources par rapport à cette boussole. Et ensuite, on va retravailler cette chaîne de valeur tous ensemble, se réorganiser, se mettre d'accord pour pouvoir, à partir de cette chaîne de valeur, mettre sur le marché un produit qui correspond à nos valeurs et qui a de la valeur. Voilà, je vais refaire une pause puisque là, nous avons à peu près toute la théorie. Est-ce que vous avez besoin que je repasse par le canevas ou est-ce que c'est à peu près clair? Moi, j'aurais quelques questions, Jérémy. Super. Moi, je travaille à la maison du zéro déchet et Mhm. en ce moment, j'ai un temps de parole de combien? 10 minutes? Tu me donnes un temps de parole de combien? Ben, peut-être 10 minutes c'est beaucoup, mais entre tes questions et mes réponses, oui, 10 minutes si tu veux. Ouais. Et donc, du coup, en travaillant à la maison du zéro déchet, j'ai découvert que bah, on a fait un atelier d'une journée samedi Mhm. sur la gouvernance partagée, donc un peu changement de stratégie, de fonctionnement, parce que bah, voilà, je pense que voilà, on a besoin d'argent. Et à la suite de cette journée, moi, j'ai eu l'idée comme ça qui m'est venue aujourd'hui de me dire, tiens, si on créait un produit pour la maison du zéro déchet, et j'ai eu une idée de me dire, tiens, pourquoi pas créer une glace zéro déchet. Moi, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour me donner des idées. Et juste quelques jours avant, j'ai fait la fresque d'Elotech, qui est voilà, une manière de penser et avec un certain nombre de questions que je ne connais pas par cœur avant de concevoir un projet. Et là, la raison pour laquelle je suis venu, c'était pour découvrir, parce que j'ai vu business model, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas inclure à la maison du zéro déchet une manière aussi économique, une manière de concevoir, parce qu'aujourd'hui, voilà, on sensibilise, mais on dépend euh, je ne connais pas exactement comment voilà, est subventionnée l'association, mais voilà, si on crée un produit, un service,
Parce que moi, j'ai travaillé chez Bouygues Télécom et j'ai notamment travaillé sur les box. Donc, quand tu as cité l'exemple des box, moi, j'étais à la validation et effectivement, je me suis jamais posé la question de est-ce que le service qu'on offre aux clients, il est régénératif? Mhm. Ouais, ça reste encore, voilà, je me questionne sur qu'est-ce que ça veut dire régénératif. Bah, sur la Et box, ça va être la santé mentale, ça va être le fait qu'il y ait beaucoup de données utilisées, qui vont surchauffer des data centers qui vont avoir besoin d'eau. donc, du coup, moi, quand j'ai travaillé sur les box, moi, j'ai fait 2 ans et demi. Moi, j'ai appris que ce qui rapportait beaucoup d'argent pour les opérateurs, c'était de diffuser de la pornographie. Donc, j'étais un peu sous le choc en Pas, étant pas Bouygues, pas Bouygues confronté Orange. à ça. Et donc, je me suis dit, tiens, effectivement, je travaille sur des super technologies, plateformes avec des fournisseurs, des routeurs, enfin, voilà. Question techno, j'étais sur mon pied. Mais par contre, en termes de service, je me disais, mais tiens, en fait, on contribue quoi? Quelle est la morale de l'opérateur? Quelle Bon, est la j'ai morale de cherché. l'opérateur? Hein. Et donc, du coup, puis j'ai découvert aussi qu'à travers l'atelier de dimanche, enfin de samedi, qu'il y avait beaucoup de fondations qui peuvent, voilà, les associations, il y a beaucoup de sous dans le monde associatif, mais avec qui on veut travailler et quelles sont nos valeurs. Voilà, on doit Ah, c'est définir. intéressant. Là, je t'ai remis l'analyse d'Orange puisque je l'ai faite, le capacité score sur Orange, et ça traite vraiment de ce dont tu viens de parler. Et donc, du coup, si je reviens au sujet de la boxe, je me suis dit, ben, tiens, à un moment, je perdais du sang. Je me suis dit, tiens, j'ai pas fait le tour technique, mais je me suis dit, mais est-ce que j'ai toujours envie de travailler sur un service de divertissement qui contribue pas à mes valeurs personnelles? J'ai pas à juger ceux qui regardent la Alors, pornographie. mm, Voilà, il y a des consommateurs, ça fait du business. mm, Par contre, moi, je me suis dit, bah, tiens, ça répond plus à mes valeurs profondes. Et mhm. la question que je me pose par rapport à ce que tu parles, hein, ou tu prônes, je ne maîtrise pas du tout ton sujet, hein. Je viens un Ouais, je peu fleur comprends. au fusil, je découvre. Et donc, du coup, ce serait quoi, en fait, un service numérique, parce que j'aime encore le numérique, hein, je loue un petit peu la technologie, j'aime la technologie. Et ce serait quoi un service régénératif pour des clients? Euh, voilà, client numérique ou, Bah, il y en a plusieurs, hein, donc je peux te répondre avec. J'ai trois questions là-dedans, mais c'est bon, je les ai en tête. Mais le plus simple, c'est déjà le premier service numérique. Donc, on a remis un laurier à Telcop, qui a le forfait transition qui est à 20 gigas. 20 gigas, ouais, je crois que c'est 20 gigas. Et donc, ils ont un forfait bas, mais quand même gros, mais limité. Et en même temps, c'est un forfait transition où ils éduquent les gens à leurs usages, à la réparabilité, à leur santé mentale. Donc en fait, parce qu'il est limité, on peut dire qu'ils ont réduit les impacts environnementaux. Et parce qu'ils ont un programme extrêmement dense d'éducation, avec une vision très très claire de la transition des usages, on peut dire qu'ils contribuent. Ensuite, l'UNI, c'est les petites histoires pour enfants, pour les imaginaires. Donc, l'UNI contribue à développer l'imaginaire des enfants en partie, dans certains cas en rapport avec la nature. Et ils sont sur une liseuse et pas sur le téléphone portable pour ces histoires, parce que ils sont acteurs des histoires et donc ils appuient sur les boutons pour avancer, reculer, machin. Et les liseuses sont à 98% réparables et 20% des liseuses sont en circulation chez leurs clients usagers sont de seconde main. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire c'est une start-up à impact, mais Yuka ne mesure pas son impact environnemental. Mhm. Too Good To Go dit que ce sont des repas évités. Il n'y a pas la même rigueur, on va dire, de start. Enfin, il y a beaucoup de startups qui, parce qu'ils accompagnent les agriculteurs, ont un impact sociétal, mais, mais dans l'environnemental, il y a moins de rigueur. Donc, moi, je fais attention à ce qui est bien. Et dans le service numérique, c'est difficile d'avoir quelque chose de contributif. Tu as par exemple une app pour t'aider à faire du comptage pour des oiseaux, par exemple. Là, on peut dire que c'est contributif à la nature, puisque tu as des gens qui vont avec l'office
avec j'ai oublié ils vont aller voilà, faire du comptage d'oiseaux ou d'espèces. Euh, donc là, on peut dire que c'est contributif. Voilà. Mais donc voilà, ça c'est des exemples de services. La Poste, quand même, pareil, ils ont des forfaits limités pour les personnes âgées, mais ils n'ont pas toujours ce volet sociétal. Orange est très fort sur l'éducation digitale, la santé mentale, voilà. Donc voilà, c'est possible. Après, il y a plein de services, par exemple, les services de AXA fait des services euh, sur la protection des femmes contre les violences sexuelles ou grâce à une assurance, le jour où ça t'arrive, qu'est-ce que tu peux avoir pour pouvoir sortir de chez toi avec tes enfants? Donc il y a des services qui contribuent à la société. Alors, donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que oui, tu peux aller chercher des fondations à un moment donné où les subventions publiques sont plus minces. Bon, bonne chance. Moi, j'y suis pas arrivé. Mais c'est vrai que le zéro déchet et l'économie circulaire sont quelque chose de plutôt porté par les instances gouvernementales. Donc, en ce moment, c'est quand même les impacts sociétaux qui sont privilégiés environnementaux, mais nous avons la chance, voilà, d'avoir des dirigeants qui pensent que les deux sont importants. Après, oui, je trouve que c'est intéressant de faire des ateliers un peu pratiques. Comment dire, ça serait intéressant pour Zéro Déchet de continuer la sensibilisation et la découverte d'ateliers, mais de faire un peu de votre espace un endroit de makers, quoi. Tu viens et tu as des outils pour travailler ton modèle économique, travailler ton produit, travailler tes relations. Donc tu arrives avec un besoin personnel et on te donne un espace et des outils pour répondre à tes enjeux. Super, merci. Je pense que c'est ça l'idée que tu as en tête, voilà. Et après, sur le porno, pour finir, moi j'ai travaillé avec Dorcel et je leur ai dit, bah voilà, il y a peut-être une autre façon de faire du porno. Et je crois que c'est Sherry Vine, je crois, qui fait du porno plus, voilà, on va dire avec des valeurs plus féminines. Et ensuite, il y a une éducation à la sexualité qui est intéressante. T'es pas obligé de voir des actes à la suite. Le porno peut être aussi une façon d'apprendre des choses qui te permettent de faire du bien. Donc moi, en général, là où je suis pas d'accord avec mes collègues, c'est que je ne pense pas qu'il faille toujours dire qu'il faut arrêter quelque chose, enfin arrêter la viande, arrêter, et qu'il faut en sortir. Moi, je cherche toujours à me dire de rester sur le gros du marché et me dire comment on peut changer les façons de faire cette chose. Et c'est plus facile Voilà, je ne pars pas du principe que c'est mal, je pars du principe que c'est mal, mais peut-être qu'en changeant les pratiques, on pourra réduire ça jusqu'à ce que ça devienne bien. Donc la viande, il y a des fermes, il y a des élevages aux États-Unis qui sont net positifs carbone. Si le problème de la viande c'est le carbone, il y a d'autres façons de le faire, c'est net zéro sans compensation. Et je préfère passer mon temps à trouver des pratiques plutôt que de dire aux gens qu'il faut qu'ils arrêtent de manger de la viande pour être responsables. Et qu'il y a des entreprises qui devraient fermer leurs portes alors que ça sera pas bon pour les éleveurs, alors que ça sera pas bon pour peut-être certains animaux, parce que finalement la viande viendra d'un pays où les pratiques animales sont encore pires. Donc éradiquer quelque chose n'est pas toujours bon en triple impact environnemental, sociétal et économique. Et ça énerve tout le monde. J'espère avoir répondu à tes questions. Oui, Quelqu'un oui, d'autre? merci. Sur les forêts, on va avoir créateur de forêt qui est lauréat. Créateur de Ah, forêt, ce qui est un... Ouais. Jérémy, il y a Guylaine qui avait mis dans le chat qu'il avait une question. Ah, je la vois pas. Je dois pas être dans le bon chat en fait. Depuis tout à l'heure, je dois vous envoyer des trucs dans le mauvais Si, si, chat. on a reçu ce que tu as envoyé. Bah alors, je l'ai pas sa question. Juste avant que tu partages le Ah, Alexander Osterwalder. alors j'ai également une question. Est-ce que vous pouvez revenir sur le processus de construction du régène VMC? Ok.
C'est-à-dire le processus de comment on le remplit ou comment je l'ai créé? Je pense que c'est la même question. Bon, ok. Donc, euh, qu'est-ce que je pourrais montrer qui soit plus clair? Moi, j'aurais des questions après aussi. Peut-être si je vais sur le flipping book. Euh, Attendez, je vais juste arrêter le partage parce que c'est peut-être pas besoin de voir mes emails. Après, il faut faire une session découverte et se former, hein, mais parce que c'est pas comme ça qu'on comprend tout de suite, et même si on comprend, le faire n'est pas simple. Je cherche business model. Pitch commercial masterclass. Ok. Donc la base, c'est d'avoir une proposition de valeur qui fonctionne pour des fournisseurs et des consommateurs en T1. Tous les Canva qui existent, tous les business models Canva et leurs dérivés que vous avez sur le board Miro fonctionnent avec une proposition de valeur, c'est-à-dire un bénéfice consommateur. Et pour délivrer ce bénéfice usager ou consommateur, il y a des fournisseurs qui produisent quelque chose, il y a des consommateurs qui achètent. La difficulté, c'est qu'on voit les choses sous un seul prisme. Quoi, à quel prix? Et donc, voilà, quoi, à quel prix? Les... Voilà. Donc, moi, j'ai ça parce que au milieu, là, je sais pas si vous voyez ma flèche, mais au-delà du 8 là, au-dessus du 8 j'ai bien fournisseur et consommateur. Et en dessous du 8 j'ai proposition de valeur. Donc, j'ai la même, j'ai le même carré structurel que tous les autres business models Canva que je vous ai montrés, tous. Ma particularité, c'est que déjà, pour l'année 1, en cours, le produit actuel voilà, ou ce qu'on avait imaginé comme innovation sans réfléchir à ses impacts, enfin, voilà, aujourd'hui, quoi, avec le marché tel qu'il est, mes fournisseurs tels qu'ils sont, euh, voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je le base sur la chaîne de valeur. Donc, il y a un lien entre chaîne de valeur et proposition de valeur, puisque, en fait, je vais regarder cette création, cette destruction de valeur par étapes. Donc, voilà. Ensuite, la différence, c'est que je- là où d'autres intègrent, sont en une seule année, moi je suis sur 1 an, 5 ans, 10 ans. Donc c'est le même document, mais je vais réfléchir aux fournisseurs futurs et aux consommateurs futurs pour une chaîne de valeur future. Et c'est bien la bascule que je fais en atelier 1 qui est ma chaîne de valeur actuelle avec mes fournisseurs, mes consommateurs actuels, et l'atelier 2 où je transforme cette chaîne de valeur pour quelque chose de futur, animé par la volonté d'un triple impact environnemental et sociétal. Et j'arrive à faire cette bascule entre la chaîne de valeur actuelle et future, parce que j'introduis de nouvelles parties prenantes, mais aussi parce qu'on réfléchit là à gauche en triple impact environnemental, sociétal et économique en termes de ressources, parce qu'il faut limiter, réduire. Et je réfléchis quand je refais cette chaîne de valeur future avec des pratiques régénératives, s'il y a plus d'eau, s'il y a de meilleures conditions de travail, s'il y a des rentrées d'argent plus conséquentes, plus stables, plus saines. Et ensuite, parce que je suis en plusieurs temps, je travaille les propositions de valeur dans les horizons de temps. En atelier, ça donne des choses comme ça. Donc ça, c'est l'atelier 1, la chaîne de valeur, qu'on va poser actuellement avec les parties prenantes actuelles, et ensuite on va la transformer à 5 à 10 ans, autre chaîne de valeur, autre acteur, autre relation. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de Porter, qui parle bien d'étapes et d'acteurs et de parties prenantes et de création et destruction de valeur. Ça, le modèle de Porter, c'est un truc d'école de commerce, mais
Il fonctionne bien, sauf que nous, on a rajouté au modèle de porteur la lecture impact environnementaux, sociétaux, économiques. Ça, c'est l'atelier qu'on utilise dans l'atelier 2, qui va permettre de tisser des liens entre parties prenantes autour de problèmes. Et c'est ça qui va rendre possible cette chaîne de valeur, parce on connaît les problèmes de la chaîne de valeur à résoudre, et on va se donner la possibilité, en faisant intervenir de nouvelles personnes, de nouvelles relations, de créer plus de valeur pour délivrer ce produit, ce service final. Et on va réfléchir en humain et en non humain. Donc on va penser à l'agriculteur comme au ver de terre. Ça, c'est la proposition de valeur qu'on va travailler sous le prisme du consommateur, mais tout le monde l'a co-créé le concept. Ça, c'est les horizons de temps qu'on va travailler. Et les horizons de temps, par exemple, quand on est en agriculture, on commence avec un temps 1 agriculture conventionnelle, c'est horrible, on veut l'arrêter, mais on sait très bien qu'il y a une transition agricole, et si on veut arriver à l'agriculture bio-régénérative, il y a une période de transition qui peut être agri-locale ou agri-bio avant d'être agri-bio-locale régénérative. Et donc, on va tout travailler nos étapes pour arriver dans un temps long à l'objectif idéal, et on va se dire quelle est la période de transition qui permet finalement de maintenir l'activité économique et de construire cette capacité à délivrer ce qu'on envisage ensemble. Ça veut dire qu'on a des relations déjà de base, hein, de au moins 5 ans ensemble, hein. Et que pendant 5 ans, on va faire ça et on prépare ça. Et chacun donne du temps, de l'argent et co-investit. Et sur l'atterrissage, ça c'est la grille qu'on utilise pour la réduction des... Enfin, on a notre grille d'indicateurs et on a un taux de réduction des impacts négatifs et on a un taux d'augmentation de nos impacts positifs. Par exemple, quand on est en bio, on arrête de polluer l'eau potable quand on est en bio, et à partir du moment où on arrête de polluer l'eau potable, se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'eau encore plus potable. Ce ne sont plus les mêmes pratiques. Et on s'accorde qu'il y a un net zéro où à un moment donné on arrête de réduire, c'est suffisant, on a suffisamment réduit, et on s'intéresse à comment on rend l'eau potable. Et enfin, par exemple, on a des choses qui viennent d'il y a très longtemps, mais voilà, détruit les milieux de vie humains, vous voyez, décourage les interactions communautaires. Donc voilà, les gens de... Ça c'est aussi Regenesis Institute dans les années 70, c'était déjà dans cette logique-là. Et c'est toute l'écologie qui est née aussi aux États-Unis de façon peut-être des fois un peu plus structurée qu'en France. Et on va faire un atterrissage comptable, puisqu'on veut que dans le bilan, il y ait plus de, on va regarder les flux et on va essayer de mettre au bilan à gauche les capitaux environnementaux et sociétaux pour que l'entreprise ait plus de valeur dans le cas d'une transmission. Donc voilà, nous, c'est plutôt au niveau de la transmission qu'on peut valoriser une entreprise qui a des bonnes pratiques et qui donc, dans son futur, peut compter sur des relations fortes avec des acteurs de son territoire et à des provisions, des provisions. Les questions? Oui. Jérémy? Oui, je suis là, j'écoute. Oui, ok, je croyais que ça avait bugué. Ce que je comprends, puisque j'avais compris aussi quand j'étais venue à Lyon, là, c'est qu'une entreprise ne peut pas être régénérative seule. Oui. Donc, l'exercice que tu montres, là, qui s'étale dans le temps, là, toi, tu le fais avec combien de monde autour de la table? Et je pose ma question parce que si moi, je commence à impulser ça, puis j'ai une entreprise qui est notre client, on aide le processus de transfert, puis qui lui dit, ben moi, ça m'intéresse ce que tu me racontes, là. Quel est l'intérêt à commencer ce processus-là qu'avec cette entreprise-là, toute seule? Bah, Ça vaut le coup? ça dépend du niveau de, sa niveau de, enfin, déjà, nous, on travaille en réduction des impacts négatifs ou en augmentation des impacts positifs. Et c'est vrai que dans certains cas, on va avoir à faire parler les gens à l'intérieur de l'entreprise parce que déjà, la RSE parle pas avec le marketing, elle parle pas avec les achats. Ils ont pas ils savent pas réfléchir en triple impact. Et ils savent pas Mmh, comparer, ils savent pas regarder les rapports financiers avec les rapports d'impact, mais de façon détaillée. mhm.
C'est-à-dire qu'il voit la stratégie RSE de l'entreprise. Par contre, il voit la marge par produit et les coûts par produit, mais il ne voit pas les impacts environnementaux et sociétaux par produit. Et ça freine beaucoup les relations à l'intérieur d'une entreprise. Parce que Hmm. ça a l'air d'être une injonction qui n'a pas de lien avec ce que je fais moi dans mon poste sur ce produit. Oui. Donc ça vaut le coup de commencer l'exercice avec une entreprise juste à l'interne. Une fois qu'ils ont Voilà. fait des premières étapes, après, ils vont avoir le goût d'impliquer leurs parties prenantes externes. Ouais, ok. Voilà. Ensuite, il n'y a pas d'entreprise régénérative toute seule parce qu'on voit que Patagonia dit que si elle n'est pas bonne sur le scope 3 ou si elle n'arrive pas à augmenter le taux d'utilisation des matières secondaires dans le textile, c'est parce que les acteurs autour ne sont pas assez structurés. Parce que Hmm. la loi demande à ce qu'on regarde nos impacts en triple, enfin, en scope 1, 2, 3. Mais bon, la loi. Mais bon, c'est vrai que, voilà. Sur la réduction des impacts, effectivement, on ne peut pas réduire ces impacts seul, mais sur la contribution, alors là, on ne peut pas y arriver tout seul. Hmm. Parce que, en fait, c'est parce que tu arrives à avoir des contrats longs avec tes fournisseurs que tu arrives à avoir des meilleurs produits et il faut impliquer les consommateurs et les distributeurs pour qu'ils comprennent que ces produits sont meilleurs. Donc, si moi je fais quelque chose de très bien, comment dire, je fais ma compote de pommes à 22, enfin, je sais pas combien, à 45 degrés pour pouvoir préserver les nutriments. C'est super, mais si j'ai de l'agriculture intensive, bah, j'ai pas de nutriments. Donc, si je veux faire de la bonne compote de pommes, il faut que je travaille avec mes pommiculteurs. Donc, il faut que Mhm, j'aide les mhm. pommiculteurs à faire des meilleures pommes. Bah, les pommes Ouais, étant les pommiers avec la vigne les pires en pesticides. ouais. Donc, Et- et on a des traces de pesticides dans la compote de pommes qui va aider ce bébé. Alors, c'est pas horrible comme chiffre, hein, c'est pas, mais ça peut arriver et c'est pas très souhaitable quand même, voilà. Et bien sûr, ce sont des entreprises qui ont des compotes bio. Bref, donc, quand on fait des bonnes compotes bio, on a plutôt intérêt ensuite, de les bien chauffer pour qu'elles soient croustillantes, agréables, ou des fois pas trop, parce que ça va pour des bébés qui n'ont pas de dents, je sais pas quoi. Et ensuite, il faut que le distributeur se dise, ah oui, bah là oui, c'est Coteau Nantais, c'est la région, j'ai envie de vous soutenir, ah oui, voilà. Et le consommateur final, ah bah oui, c'est bon pour ma santé, c'est bon pour la nature, c'est bon pour ma région, c'est bon pour... Donc c'est ouais, il faut. automatiquement quelque chose de collectif. Ouais. Et si je vois bien comment le processus peut se faire quand on vend un produit, comment mettre en place ça quand on offre des services? Nous, par exemple, on offre un service. Vous, nous sommes vivants. Est-ce que vous vous êtes appliqué à vous-même le BMC régénératif pour voir comment vous pouvez rendre des services régénératifs? Bah, service, quand même, on a parlé pas mal de services là, dans le numérique là. Est-ce que tu pourrais être plus précise sur ta question? Est-ce que vous vous êtes, est-ce que vous avez fait le même exercice pour vous-même quand vous avez, C'est euh, compliqué de faire du conseil en régénération tout en s'appliquant la régénération soi-même parce que... Mais oui, un consultant en régénération, si son client a des indicateurs qui augmentent sur la qualité de vie au travail, sur la prise en compte de la nature, bah oui, moi, en tant que consultant, je peux dire que j'ai des indicateurs de performance grâce à mon travail. Est-ce que, oui, voilà. c'est ça. Mm. Mais oui, un service, bien sûr, un service, c'est pareil. Je sais pas, j'ai déjà parlé d'assurance. On peut assurer des biens physiques, on peut s'assurer contre des dangers, on peut s'assurer, voilà. Euh, dans les risques sociétaux, on prend en compte toujours le fait même dans un accident, il y a de la rééducation après. Euh, et dans des problèmes plus profonds, tu as un accompagnement en psychologie. Donc tout ça, c'est au moins contributif. Dans ta recherche d'emploi, on te met en contact avec des employeurs, on te met en contact avec des chercheurs d'emploi.
On essaie de travailler sur ton écosystème. Mais comment une entreprise de service, euh, autant c'est facile pour elle, je pense, de contribuer sur le plan sociétal, là, parce que des fois c'est le cœur de sa mission, mais peut améliorer son score au niveau environnemental. On pourrait dire que le sociétal et l'humain, pour lui, c'est le plus facile, là, mais peut-être plus compliqué sur le plan environnemental. En fait, si tu écoutes les entreprises traditionnelles, pour elles, les deux sont compliqués. Ah, Parce que c'est pas mécanique et ils savent pas mesurer. Mais en fait, ça se mesure. mhm. Mais dans le tourisme, ça va être des gens qui vont au Costa Rica, non seulement pour aller à la plage, mais pour aller se ressourcer dans la nature et en même temps s'occuper des petits singes. En fait, Besoin de tout. ce qui manque, c'est la volonté. Mhm. Ok, merci. Il y a quand même, voilà, si on parle de comment peut-on, bon, c'est plus possible de penser à une activité qui juste prend parce que les réserves sont limitées. Donc même si t'as pas envie d'y réfléchir, la vérité c'est que s'il y a beaucoup de problèmes des fois dans les entreprises, c'est parce que, où il y a des grands risques ou des grandes catastrophes, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un derrière son écran qui a dit j'en ai marre et il a fermé trop vite l'ordinateur et il y avait il y avait un truc mal ficelé qui a fait planter tous les systèmes. Donc s'intéresser aux gens, ben, à un moment donné, ça a une valeur. Et quand tu arrêtes quand tu le fais pas, ben, t'as plus d'emmerde qu'autre chose. Quand tu prends beaucoup d'eau, ben, t'as la guerre de l'eau en Uruguay. Et ça, c'est Google avec ses data servers. Si tu veux vraiment être voilà. Et ce qui est bien, c'est que les consommateurs ou les citoyens voient ça d'un bon œil et ont envie de te soutenir. C'est pas que les subventions. C'est les usagers de ton service trouvent que ton service est mieux. Et ils le payent au juste prix. Après, je sais pas, moi, vous avez pas vu toutes ces entreprises, je sais pas, de chocolat ou autres, existent depuis 1870. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont fait quelque chose de bien depuis 1870. Ils n'ont pas fait que garder la recette. Ils n'ont pas cassé le système depuis tout ce temps-là. Ils ont construit des relations qui ont permis de tenir dans la durée. Ils n'étaient pas les plus compétitifs du monde. Ils ont fait quelque chose qui était soutenable dans la durée. Voilà, après, ok. Dernier tour de questions, on y va? Vous aurez le replay de toute façon. Merci Bernd. En anglais, je crois que je t'ai envoyé des documents. Yay, merci beaucoup. May I ask in English already? Oui. Yes, you can. The process that you just showed us, Yes. I was looking for the moment or the moments where the innovation comes in. Mhm. So where was that? How did you trigger the innovation? Was it with these cards? And speaking of innovation, I recalled at the beginning you went through, I think, 5 or 6 leverage points. Innovation was one of them. So I think I'm asking, in which moment of the atelier or the workshops do you play them in, if they're even part of that sequence? What we do is product innovation, but it's on the workshop number 3 when we conceive the product. But the conception of the product is not coming from market data only. It's coming from understanding the value chain and understanding the positive and negative impacts. That feeds the innovation process. So we don't
we sort of know what people want, but we spend 80% of the time on how to deliver what people want in a, in a different way. And we spend lots of time discussing about what we're going to deliver. And we take, so yeah, it's lots of time in impacts, lots of time in understanding what each others do. It's not one design thinking workshop and hey, yeah, we have a solution. Lots of data, lots of mutual understanding, lots of discussing, talking, finding solutions. So that's maybe why you don't see it. And then the business model at the end is just about a business model of that product innovation. So we co-create triple beneficial products, and we have 25 to 50 people around the table. Is it that in some cases it is the first time that these people see the real impact of the current product? Yeah. Because it goes deeper than what their reporting does, right? Yeah, because the reporting that they have, if they work in the company, is the company report, and so it doesn't make any sense for them because okay, and it's they sort of have this image of the chain value, the value chain. So there's no big surprise, but lots of people say that they are surprised by how damaging it is, and they have numbers, and we get numbers not because we measure, we get numbers because we do this research on typical products, on products that are a little bit the same. So it doesn't matter that the numbers are accurate, but when they see what happens when they have numbers on the impacts, lots of them are shocked. And sometimes people are shocked because it costs lots of money. And some people don't care about money. Some people only care about social impacts. Some people care only about environmental impacts, and they don't care about social impacts. But at the end of the day, everybody has the same understanding on the 3 pillars. And it's very rare that you understand what everybody does. You have a vague idea. And you have preconcise ideas about consumers, you have preconcise ideas about farmers, and you have a preconcise idea about people who make electrical chips. And it's because you really understand what everybody does and cares about that you can really find solutions. It takes a year to do the 5 workshops. Oh, I forgot to tell you about the training. Okay. Yes, I was just about to suggest make some promotion for yourself. Oh, I forgot. Where's my... And don't forget to explain what the other workshops are about. Maybe they're called Découverte. Like, what is the difference between today's workshop on business model and the one tomorrow, which I can't see anymore, but maybe there's one in April. Okay. All right. So to end this fantastic meeting. Next steps. Okay. So you're on the masterclass. So basically we train people. So we work with companies, and it's between 5,000 euros for a day discovery
and it's 20 to 30,000 for the full thing with 5 workshops. And it can also be 5,000 euros for a year if we have different brands and we have, different brands of the same sector, and they want to really grasp this between brands on the same sectors. But I can come back to that. But for you overall, it's masterclass, so you have the basics, and then you do the session découverte. So session découverte, I don't have any in France now, and it's in physical, it's a full day, and you discover the 5 workshops on the Gaufre. Pourquoi je parle en anglais, moi? Donc il y a la session découverte qui se passe en une journée en présentiel sur la Gaufre. Et ça permet de voir les 5 ateliers. Et en ligne, il y a des dates de session découverte en 3-4 heures. Toujours sur la Gaufre, mais on fait que l'atelier 1, 2 et 3 rapidement. Mais ça permet de comprendre en ligne la dynamique. Mais en ligne, une journée, c'est trop compliqué. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de comprendre tous les ateliers. Ils ont juste envie de voir les choses de façon un peu plus pratique. Ensuite, on forme à l'animation en 2 jours. Il faut faire la session découverte. Et ensuite, il y a formation jour 1, formation jour 2. Et ça permet d'être animateur de l'atelier, d'être expert en business model régénératif, puisque quand on est en conseil, on utilise le même matériel, le même guide d'animation, puisqu'on anime la conversation des gens. Et dans l'animation, on a une journée qu'ils doivent organiser par 2 pour s'entraîner à l'animation. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes formé à l'animation du business model Canva. Et ça, c'est 800 euros. Donc ça, c'est les formations. Et donc ça apporte quoi? Ça apporte, voilà, on peut avoir des professionnels de la RSE, des achats, du marketing. Et donc ça, vous comprenez les principes clés, comment vous pouvez accompagner un client, comment vous préparez les sessions, comment, voilà, vous restituez, etc. Ensuite, sur nos offres commerciales, ça va être là. Donc ça, c'est la page produit, mais ici, vous avez, voilà, notre boîte à outils. Voilà, nos clients nous demandent de valoriser leurs pratiques et de sécuriser leurs marges, de concevoir une offre générative, de mobiliser leurs équipes en interne, en externe sur la transition, de se former à des nouvelles façons de faire, de travailler. Donc voilà, on peut faire, il y a tous les tarifs qui sont là, 5 000 euros pour une session d'une journée sur mesure, en découverte du business model régénératif. Le consulting va de 10 000 à 30 000. Voilà, et ici voilà, c'est autre chose. Et après, ça c'est les Regenerative Circles qui sont à des tarifs plus accessibles parce qu'on est en multi. Ici, par exemple, dans le Regenerative Circle Agri-Agro, on va avoir plusieurs marques de textiles qui veulent travailler ensemble, ce qui est différent d'avoir une marque avec toutes ces parties prenantes de la chaîne de valeur d'un produit ou d'un service. Et ça permet à une personne de l'entreprise et non pas voilà, de réfléchir à sa stratégie et de l'améliorer et de la confronter aux enjeux des autres. Voilà, ça c'est tous nos case studies que vous avez là. Voilà. Eh bien, merci. Si vous avez quelques questions, je les prends. Mais en tout cas, j'étais ravi de faire cette session avec vous.